Bonjour, je suis Solange Monfette, religieuse de la congrégation de Notre-Dame depuis 66 ans. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelques cas concrets d'éducation libératrice. Mais en choisissant ces cas, je me suis demandé qu'est-ce que c'est pour moi l'éducation libératrice? Tout simplement, il s'agit d'avoir avec les personnes des relations qui permettent, il me semble, de faire de bons choix, de prendre des décisions réfléchies, éclairées. Et pour cela, de les aider à connaître leurs qualités, leurs limites, et de pouvoir les mettre en œuvre. Je vais commencer par une expérience personnelle que j'ai vécue lorsque j'étais adolescente au couvent de Sainte-Croix, où j'ai fait mon cours secondaire comme pensionnaire. C'était un beau samedi matin. Il y avait plein de feuilles d'automne dans la cour et on nous avait demandé aux grands élèves de descendre dans la cour pour faire la propreté. Alors nous voici peut-être 12, 15 filles à peu près. Il y avait là aussi des brouettes, des râteaux. Et voilà que celle qu'on appelait la première maîtresse, Mère Sainte-Bathilde, arrive et nous trouve là. Nous étions à attendre. Et elle nous dit d'un ton ferme, « Mais vous restez là à rien faire ?» Et elle me pointe avec son regard perçant et elle me dit, « Tu serais capable d'organiser le travail. » Peut-être qu'elle m'a dit « vous » à ce moment-là, je ne me souviens pas. J'ai été piquée au vif et je me suis mis à l'œuvre. Alors nous nous sommes retrouvés, un groupe au fond de la cour, un autre vis-à-vis de la maison du fermier, un autre le long de la rue principale. Avec les râteaux, les brouettes, nous avons travaillé de bonne humeur, en rigolant, et à la fin de l'avant-midi, la cour était très propre. Cette expérience, pour moi, a été, il me semble, le début de la perte de mes complexes de fille de la campagne par rapport aux demoiselles du village. J'ai compris que j'étais capable de faire quelque chose. Et après d'autres expériences aussi, j'ai pris confiance en moi-même. Et peut-être que c'est un peu là le début, malgré qu'il y avait aussi des expériences de famille, mais de mon leadership passé. En racontant cela, je pense que les enseignantes de la CND, dans les années 50, avaient en germe ce qu'on appelle aujourd'hui l'éducation libératrice. Parce qu'elles avaient quand même toutes sortes de façons de nous enseigner, mais aussi de former notre personnalité. Et j'en suis très reconnaissante. Je garde des bons souvenirs parce qu'elles m'ont aidé à devenir un peu ce que j'ai été dans la suite. Le deuxième fait que j'ai choisi, c'est par rapport à l'enseignement des mathématiques. J'imagine que plusieurs d'entre vous avaient entendu déjà, lorsqu'on parle de l'enseignement des mathématiques, les gens dire « Ah, moi je ne valais rien en mathématiques. Moi je ne suis pas bon en mathématiques. Moi je n'aimais pas les mathématiques. Comment ça se fait que tu as passé ta vie à faire des mathématiques? » Alors, dès le début de ma carrière, je me suis dit « Il faut enlever la peur des mathématiques à mes élèves. » Et puis, je vais prendre un cas particulier lorsque j'étais au séminaire de Douvanguère. À ce moment-là, les jeunes hommes qui nous arrivaient avaient laissé la classe souvent, soit après le cours primaire, soit après quelques années de secondaire. Ils avaient été baptisés en cours de route et puis ils voulaient être prêtres pour partager ce qu'ils avaient découvert. Mais on leur demandait de faire leur cours, ce qu'on appellerait autrefois ici le cours classique. Alors, c'était pas facile pour eux. Et au séminaire de Douvanguère, nous avions les années seconde, première, terminale, ce qui correspond au cégep ici.
Alors, au début de l'année, habituellement, recommençait la chanson « Moi, je comprends rien en mathématiques ». Alors, je me suis dit, il faut essayer de voir d'où ça vient. En causant avec eux, je leur ai demandé, à l'école primaire, comment ça allait en mathématiques? Il y en a un, parmi ceux qui m'avaient dit que lui, là, c'était 0 les mathématiques, puis que je n'arriverais pas à lui faire aimer les mathématiques. Il dit, à l'école primaire, j'étais bon, vous savez. Ah? Il dit, je pense que j'étais un des premiers à faire mes devoirs et à réussir tous les problèmes. J'ai dit, comment ça se fait que tu aimais les mathématiques, là? Puis il dit, on avait un bon maître. Il dit, il expliquait bien. Ah? J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé au secondaire? Ah, au secondaire, il ne savait pas enseigner. Moi, là, je ne comprends plus rien. Alors, j'ai essayé de voir avec lui et avec les autres où était le nœud, où est-ce qu'ils avaient perdu confiance, qu'est-ce qui avait été incompris et qui ne leur permettait pas d'avancer. Je dois dire, au séminaire, nous avions peu d'élèves. Alors, c'était facile d'avoir un enseignement individualisé. Alors, d'une expérience à l'autre, on a découvert où est-ce qu'ils avaient des failles, et puis j'ai aidé à aller à l'essentiel. Il y a des choses qu'on peut laisser tomber dans une année, mais il y a des choses qui sont nécessaires pour passer à l'année suivante. Et je pense qu'en général, ils sont repartis ayant un peu vaincu la peur des mathématiques. Bien sûr qu'ils n'auraient pas été refusés au grand séminaire, même s'ils avaient eu une très basse note en mathématiques. Mais je croyais que c'était très important pour eux qu'ils aient confiance en eux-mêmes et que, par rapport à leurs confrères qui étaient au lycée, qui se préparaient à aller à l'université, eux qui étaient au séminaire, qui se préparaient à entrer au grand séminaire, aient la certitude qu'ils étaient aussi bons que les autres. Je trouvais que c'était très important pour un pasteur. Et en racontant ça, il me vient un autre exemple. Un jeune évêque, qui avait été mon élève au séminaire de Duvanguère et qui avait terminé à Haute-Télé, me disait, moi, je tiens ma comptabilité avec les notions que j'ai eues en comptabilité du cours de Sœur Imelda. Et Sœur Imelda Auger était une sœur CND qui a enseigné longtemps au séminaire de Duvanguère à la formation des prêtres. Alors, il était capable de tenir la comptabilité de son petit évêché à partir de ce qu'il avait eu à l'école. Alors, je me dis, ce sont des exemples qui me réjouissent aujourd'hui quand je pense à ça. Et j'en rends grâce à Dieu. Un autre exemple, c'est ce que j'ai vécu au Collège Sacré-Cœur de Macaque. Quand nous sommes arrivés en 1970, nous arrivions 4 religieuses, CND, et un couple de professeurs français. Nous arrivions dans un collège très bien tenu par les frères du Sacré-Cœur. Jusqu'à ce moment-là, il y avait seulement les frères qui enseignaient. C'étaient des élèves très studieux, obéissants, travailleurs. C'était pas difficile d'enseigner, c'était même très agréable parce qu'ils ne refusaient jamais rien à ce qu'on leur demandait. Ils ne remettaient jamais rien en question. Mais nous nous sommes dit, entre nous les sœurs, et ensuite avec la direction du collège, il me semble que ces garçons qui nous paraissent plusieurs super intelligents, ils pourraient apporter quelque chose au collège. Est-ce qu'on ne pourrait pas les consulter sur l'horaire, par exemple, des fins de semaine? Parce qu'il faut dire que c'était un pensionnat à peu près de 600 garçons. À ce moment-là, il n'y avait pas encore de filles. C'est venu 2 ans après. Alors, nous avons obtenu du principal du collège et du directeur des études qu'il fasse une demande dans les classes. Chaque classe a élu un délégué. Ils ont formé un conseil des élèves. Le conseil des élèves participait parfois au conseil des enseignants. Parfois, ils travaillaient directement avec la direction. Et vers la fin de l'année, ils ont réussi des choses très intéressantes, et les années suivantes aussi. Soit pour l'organisation des sports, soit pour les fêtes qu'ils voulaient organiser à leur façon à eux. Et puis, ils étaient fiers d'eux-mêmes, et les autres garçons aussi étaient très fiers de leur conseil d'élèves. Alors, c'est une belle expérience qui me revient, et je pense que
il me semble que c'était une éducation à la démocratie, dans une culture où les enfants n'avaient pas beaucoup de droit de parole. Je pense que c'était un pas à faire. Je vais vous appeler maintenant au Nord Cameroun, à Douvangar, pour un exemple de promotion féminine. Douvangar est une paroisse qui avait peut-être 20 ans d'existence, où il y avait un peu de chrétiens et beaucoup de catéchumènes. Chaque célébration du dimanche était présidée soit par le prêtre, un oblat très ouvert, ou bien par le grand catéchiste qu'on appelait à ce moment-là serviteur de communauté, lorsque le prêtre était requis dans un autre secteur de la paroisse. Je remarquais, et mes compagnes aussi, que seuls les hommes participaient à l'animation. Les hommes proclamaient les lectures, les hommes donnaient les intentions de prière, les hommes donnaient les commentaires, l'homélie. Les femmes étaient là, bien silencieuses. Après quelques mois, là aussi nous nous sommes dit, il faut essayer d'aider les femmes à participer. Pour le prêtre, pas de problème, il nous encourageait, puis lui-même a encouragé les femmes. Nous avons demandé aux femmes, quelques-unes, celles qu'on connaissait le mieux, qui avaient été à l'école, si elles commenceraient à proclamer la parole, si on les aidait à se préparer. Et puis, il fallait avoir aussi l'aval des catéchistes, ces messieurs qui dirigeaient habituellement l'Assemblée. Oh, ils ont dit non, les femmes, elles sont trop timides, elles vont refuser. Au contraire, les femmes étaient contentes de faire leur part. Et peu à peu, plusieurs femmes étaient capables de proclamer la parole de Dieu. Plusieurs aussi avaient des intentions de prière, des intentions spontanées au moment des prières universelles. Même quand la célébration était finie, qu'il s'agissait de donner les nouvelles du village, du quartier, de recommander aux prières les malades, plusieurs femmes se levaient et s'exprimaient. Alors nous avons été très très contentes de cette expérience. Une de celles qui a travaillé avec moi dans ce projet, c'était sœur Émilie Madix. Je pense que les femmes étaient fières d'elles-mêmes et puis que ça a encouragé beaucoup d'autres femmes aussi à se joindre à la communauté chrétienne. Et elles ont transporté cette expérience dans des réunions du village. Puisqu'elles avaient été écoutées des chrétiens, elles se disaient, on est capable de se faire écouter dans nos villages. Et même au niveau diocésain. Peu à peu, on nous a dit, ah, vos femmes parlent dans les réunions, elles n'ont pas peur de donner leurs opinions. Alors, je pense que c'était un grand pas. Et il me semble que Marguerite Bourgeois devait être contente de voir ces femmes de la montagne capables de participer d'abord dans les communautés chrétiennes et ensuite dans les villages. Je terminerai avec une expérience au noviciat. Lorsque nous avons ouvert le noviciat de Ngandéré, il y avait déjà un autre noviciat féminin depuis 3 ans et 3 autres noviciats qui arrivaient à peu près en même temps que nous, dans cette petite ville où nous avions décidé de travailler ensemble pour la formation des jeunes sœurs. Nous avions des cours communs chaque semaine et chaque trimestre un internoviciat où on vivait ensemble une semaine et on partageait la formation sur des points de vie religieuse. Une chose qui nous avait un peu étonnés, sœur Yvette et moi, c'est que nous avions remarqué qu'on demandait aux novices de se couper les cheveux. Elles arrivaient du postulat et là on leur demandait de porter les cheveux courts, même les communautés qui ne portaient pas de voile, pour ne pas avoir à faire leur tresse, leur coiffure traditionnelle. Alors, nous avons réfléchi ensemble, sœur Yvette et moi, et nous ne voyons pas d'intérêt à leur interdire pendant 2 ans leur mode de se coiffer depuis toujours et de reprendre après cette façon de faire. Alors, nous avons parlé avec elles et nous leur avons dit, parce qu'elles avaient compris comme nous que dans d'autres communautés, c'était ça être novice. Alors, on leur a dit, vous pouvez faire comme vous voulez. Si vous décidez de vous couper les cheveux parce que vous y trouvez des raisons, nous sommes d'accord. Mais si vous décidez de garder
vos coiffures traditionnelles, de vous entraider, nous sommes aussi d'accord. Et les premières années, toutes les novices ont décidé de garder leur coiffure traditionnelle. Et je me rappelle, j'étais très contente certaines fins d'après-midi quand je les voyais, 2 à 2, prendre le temps de faire leurs tresses. C'était une bonne occasion de communication, de communication très personnelle, puisqu'elles étaient juste à 2 ensemble, et elles semblaient heureuses de donner ce temps l'une pour l'autre. Il me semble que ça faisait partie de la vie communautaire. Nous n'avons jamais regretté. Et dans les années qui ont suivi, certaines sœurs ont décidé, elles, de se faire couper les cheveux. Et il y en a qui le font pendant quelques années, parfois qui reviennent à leur coiffure traditionnelle, mais ce sont des choix libres, éclairés, personnels. Alors, je pense que je dois finir par un mot de gratitude pour toutes les expériences que j'ai eu la chance de vivre, que la congrégation m'a permis de découvrir, d'explorer, et puis de marcher avec les gens qui m'entouraient. Merci.